Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'époque, en général, ne se prêtait pas à la grosse rigolade. J'avais lu quelque part que de nos jours, on riait 2 fois moins que dans les années 50. La France de René Coty se marrait plus que nous. On avait atteint un stade tellement pathétique qu'on abordait désormais le rire dans le cadre médical. Les médecins préconisaient 10 minutes de rire par jour et je n'avais pas besoin de chronomètre pour savoir que je n'y parvenais pas. Extrait du nouveau roman de Titiou Lecoq, elle est l'invitée de LCR ce soir. Ces bas gris, dans ces eaux bleues, mon s'accrocher à l'arbre, ma vie m'a prise, je suis au fer, presque à ton bras, 2 pas pour le bal, 3 sur le côté, passer lentement, sous le ciel qui change. Ces habits sans faire de beaux dimanches, sans faire de beaux dimanches. 12 heures puis le reste, en nous ça tourne à travers temps. Pourquoi le jour m'empêche, un joli chien qui tôt matin me mord le bras, des cieux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle, ça n'était qu'un doux rêve, sans faire de Voilà, la vie m'a prise, je suis au fait, presque à ton bras, sans faire de beaux dimanches. De beaux dimanches, extrait de l'album Oiselle de Marion Rampal, avec notamment Bertrand Belin, ici Laura Cahen. Bonsoir Titiou Lecoq, on est ravis de vous avoir. C'est beau hein, cette chanson. C'était très très beau. C'est très doux, je vous suggère vraiment son album. C'est un album qui suggère une prise d'altitude. J'ai choisi cet extrait d'ailleurs parce que on a l'impression qu'elle tend à ça, Chloé. Prendre un peu d'altitude, Chloé, votre héroïne hein, de ce roman, sortir un peu du quotidien, de cette charge dont vous parlez d'ailleurs dans d'autres essais, cette charge des mères et de la famille aussi ici. Oui, et puis elle est engluée dans cette espèce de quotidien et elle a, au début du livre, il arrive quelque chose à ses voisins et je voulais qu'elle soit cette voisine qu'on voit le lendemain dans les infos et qui se dit oh, on n'aurait jamais cru ça d'eux. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que page 2 du livre, elle dit mais franchement, on n'aurait jamais cru ça d'eux. Non, c'est ça. C'est une phrase qu'on entend tout le temps dans les faits divers. Mais qu'on entend tout le temps, mais en fait, qui l'a dit ? Et donc, elle se retrouve à dire ça. Et brusquement, elle va commencer à remettre en question sa vie et des choses qui paraissaient évidentes et se dire en fait, est-ce que je suis vraiment heureuse comme ça ? Et la réponse est non, pas trop. Voilà, et c'est ça qui va lui permettre peut-être de décoller. Alors, sa vie, son quotidien, c'est d'abord la famille. Elle est coincée entre sa mère, entre la grand-mère, le fils, la belle-fille aussi. Là, c'est un petit peu plus compliqué avec la belle-fille. Et elle fait tout pour s'en sortir. Et dès que l'occasion se présente, comme cet événement, et puis d'autres, parce qu'il va y avoir une irruption aussi dans sa vie, elle va sauter dessus à pieds joints. Elle veut s'en sortir, en fait. Même avec de l'argent, elle cherche à avoir plus d'argent. Oui, alors ça m'a amusé d'avoir surtout un personnage féminin qui est un peu obsédé par l'argent et qui veut absolument, qui se dit c'est la solution quand même à tous mes problèmes, c'est qu'on gagne un gros lot. C'est pas faux. Mais on a tous joué à on ferait quoi avec 1 million. Enfin, c'est quand même un classique. Donc voilà, donc elle a cette idée de si j'ai de l'argent et elle va se lancer dans une chasse au trésor qui va être une manière aussi de vivre une aventure. Ouais. Et ce que j'aimais, c'était l'idée de elle se
lance dans une aventure en étant quelqu'un de pas extraordinaire, et en même temps, elle a effectivement l'école qui ferme, les enfants à faire garder, le linge sale à laver, etc. Donc, le mélange entre une littérature de la domesticité et un côté un peu chasse au trésor au 19e siècle m'amusait beaucoup. C'est exactement ça. Elle cherche un peu l'aventure, même sur son palier. J'ai envie de dire, parce qu'il y a un garçon, un pré-ado qui est important dans le roman, je trouve, c'est Laputa. Je ne sais pas où vous avez trouvé ce nom d'ailleurs. Ça s'est imposé comme ça. D'accord. C'est un petit voisin qu'elle accueille chez elle, au début juste comme ça, et puis de plus en plus. Et vous épinglez au passage quand même la violence intra-conjugale, parce que voilà, il fuit un petit peu l'appartement de ses parents. Oui, et c'était important pour moi de poser une question qui est une question politique en fait, qui est la question de comment on vit ensemble, qui est ce sujet qu'on peut tous avoir vécu un jour. On entend du bruit chez les voisins, des cris, et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on appelle la police ? Est-ce qu'on va sonner pour demander si tout va bien ? Est-ce qu'on ne fait rien ? Et elle se retrouve face à ce dilemme, elle va choisir une solution et se rendre compte qu'en fait, ça l'engage aussi à quelque chose. Et je voulais qu'on se demande, en fait, qu'est-ce qu'on se doit les uns aux autres et comment on a envie de vivre ensemble en communauté. Ouais. Oui, vous vouliez qu'on se demande ça, mais vous n'imposez pas non plus une réponse. Tout est ouvert, en fait, dans ce livre, je trouve. Pour avoir écrit avant des essais, ça c'est quand même ce qui est génial avec la fiction, c'est qu'on peut poser des questions et ne pas y répondre. Et ça, c'est un luxe extraordinaire. C'est reposant ? C'est plus reposant qu'un essai, entre guillemets, reposant, évidemment. Oui. Ah parce qu'il n'y a pas de démonstration à faire, il n'y a pas de besoin d'être très, très cohérent, il n'y a pas à apporter des pistes vraiment de solutions concrètes. Et donc, et on peut être sur des zones un peu plus grises, un peu plus... Elle est un peu contradictoire aussi sur plusieurs sujets. Et c'est ça qui fait la force de la fiction. Et l'humour aussi. On peut peut-être glisser plus d'humour corrosif, parce que c'est un petit peu une de vos marques de fabrique dans un roman que dans un essai. J'ai l'impression, non ? Alors, c'est pas le même humour, parce que dans les essais, je faisais de l'humour, mais de commentaires. C'est vrai. Et là, j'ai plus de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que cette histoire, j'avais construit mon histoire. Et en fait, c'est une histoire qui n'est pas drôle en elle-même. Et j'aurais pu écrire le même livre sur un ton très déprimant, voire plombant. Et je me suis posé la question. Quelle tonalité pour ce récit ? Et d'abord, c'est important pour moi d'avoir un personnage de femme qui est drôle. Et ensuite, je me suis dit, mais notre époque est tellement difficile, les gens vont pas bien. À un moment, on a besoin de rire. Et en vrai, c'est ce qui se passe quand on vit des choses difficiles. C'est aussi le moment où on a envie de faire des blagues. C'est des blagues, mais c'est pas potage non plus. C'est un certain cynisme aussi par rapport à la situation. On peut penser à Samouraï ou d'autres romans comme ça où il y a vous voyez, tout à fait. Il y a une espèce de cynisme aussi. C'est très bien là, c'est vu. plutôt côté masculin. Alors pourquoi ce thème de la famille c'est des relations qu'on ne choisit pas en fait. Vous avez beaucoup parlé de l'amitié dans vos autres romans. Ici, il y a un problème par exemple avec Colette. Au début, Colette, c'est la fille de Greg. Donc c'est sa belle-fille Greg, c'est son pote en fait. C'est son compagnon. C'est son mec, Tout à fait. Et là, c'est vraiment par excellence la relation qu'on n'a pas choisie. C'est-à-dire, c'est un enfant qu'on n'a pas choisi d'avoir et dont il faut s'occuper. Et voilà. Et c'est un enfant qui, là, dans la situation, préférera évidemment toujours son père à sa belle-mère, ce qui est normal. Et en fait, Chloé le vit hyper mal. Elle se dit, mais pourquoi elle ne m'aime pas plus alors que je suis super Pourtant, elle fait des efforts. Je vous interromps, mais elle va au BMA. C'est des réunions tous les lundis des belles-mères le club des belles-mères anonymes, tout à fait. Ça n'existe pas, ça, j'imagine. Alors, j'ai appris que si en France, à Clermont-Ferrand, il y a un club des marâtres. Oh là, le marâtre, le mot. Oui, donc elles ont décidé d'assumer le côté vraiment carrément monstrueux. D'accord. Et donc l'idée est que Chloé y va pour vider son sac, parce qu'aussi elle peut pas dire à son compagnon du mal de sa fille, quoi. Bien sûr. Donc à un moment, il faut bien que ça sorte. Ce qui est marrant aussi et subtil, je trouve, c'est que Greg, c'est pas le macho viril, masculiniste, etc. C'est un mec bien, en fait. Alors j'ai choisi qu'elle n'ait pas de problème de couple. Je me suis dit, en fait, je vais raconter autre chose comme genre d'histoire. C'est une femme. Qu'est-ce qui peut lui arriver qui ne soit pas du sujet romantique ? Donc son couple a des problèmes comme tous les couples, mais lui, c'est un bon gars, il s'aime, ça va plutôt pas mal. Et je me suis dit, vraiment, évacuons ce truc. C'est effectivement pas un mauvais gars, c'est pas une relation d'emprise, elle n'est pas victime de violence. Voilà, on met ça de côté. Le grand-père, c'était autre chose quand même, quoi. Voilà. Parce que ça, là où vous montrez aussi une génération de femmes où on était assujettis au silence, on ne pouvait rien dire, etc. Quoi. Où ça parle des non-dits, des secrets de famille aussi. Ça parle des secrets de famille et ça pose la question de est-ce qu'on doit tout raconter de nos traumas à nos enfants ou pas ?
Et je peux comprendre des victimes qui disent en fait non, j'ai pas envie de raconter des choses qui me sont arrivées à mes enfants. Et des enfants qui disent ouais mais j'aurais préféré que tu m'en parles. Donc voilà, et c'est tout l'avantage de la littérature, c'est que je peux poser cette question sans y répondre, mais juste en disant un scénario on en parle, un scénario on n'en parle pas, regardez ce que ça donne. Ouais, on est dans la littérature avec vous, dans le roman ici. Ceci dit, les gens qui ne vous connaissent pas ne savent pas que vous êtes blogueuse, essayiste, journaliste aussi, notamment sur les questions de féminicide. Il y a eu Les Grandes Oubliées, ça c'était un succès de librairie. C'était aussi dans la même maison d'édition, l'Iconoclaste. Vous expliquez d'ailleurs que l'histoire a effacé les femmes, mais qu'elle n'est pas en progrès. Je voudrais qu'on revienne juste 2 secondes là-dessus, que ça peut revenir en fait. On n'est pas en train de... Ça va de mieux en mieux, effectivement, mais non, ça peut revenir en arrière. C'est ça que vous expliquiez à l'époque. Oui, tout à fait. En travaillant sur l'histoire, je me suis rendu compte on a souvent une vision progressive de l'histoire. On irait d'un état de sauvagerie à forcément vers du mieux, vers le progrès, la civilisation. Et notamment en droit des femmes, les femmes seraient en train d'acquérir de plus en plus de droits. Et en fait, quand on regarde un peu précisément, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Il y a eu des avancées, elles ont gagné à certains moments des droits, puis à d'autres moments, elles les ont perdus et puis regagnés. Et donc, ça veut dire que l'histoire n'est pas écrite à l'avance et que rien n'est gravé dans le marbre. Donc, on peut encore gagner des droits et gagner en égalité. On peut également perdre. Et ça, c'est important d'avoir conscience qu'à un moment, ça relève aussi des individus qui vont décider de se battre pour gagner ou qui ne vont pas se mobiliser. Tout, restez vigilants quand même. Exactement. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Votre coup de cœur, votre conseil lecture, c'est La Gosse. Moi, je ne connaissais pas La Gosse de Nadia Dame. Oui, ça vient de sortir aux éditions Grasset. Et c'est Nadia Dame, c'est un récit autobiographique. Elle a élevé seule sa fille, qui est adolescente. Elle raconte ce que c'est d'élever seule une fille adolescente en comparant avec sa propre adolescence à elle. Et c'est en même temps une déclaration d'amour d'une mère à sa fille absolument sublime. Et surtout, je me suis dit, en fait, en littérature, on a eu beaucoup d'auteurs qui ont parlé de leur mère, mais on a eu peu de mères qui parlaient de leurs enfants. Et donc, je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau dans le paysage littéraire. On ira voir, ça s'appelle La Gosse, Nadia Dame. Et puis moi, je conseille vivement votre roman, 3e roman. Tout à fait. Titiou Lecoq, Une époque formidable, c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Merci beaucoup Titiou d'être passé chez nous. Bon retour chez vous en France et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.